Valentine, on va commencer avec toi. Donc, tu es directrice juridique chez Technologia. Donc, avec toi, on va peut-être privilégier, c'est pas privilégié, mais tu as plutôt une voix contentieuse. Hein. C'est quoi la photo que tu fais sur effectivement, le tableau est pas génial, avec le CHSCT qui ont disparu, les représentants de proximité qui cherchent où ils habitent et qui sont absolument, enfin voilà, qui sont vraiment une géométrie variable. Enfin bon, ils n'ont pas trouvé leur place encore, et encore on est dans l'optionnel. Par rapport à ça, pour autant, comment tu considères qu'il reste des leviers d'action, comment tu considères qu'ils sont utilisés, et quelles conditions pour mieux les utiliser. La question est assez large, mais je te laisse, Valentine. Alors, oui, c'est vrai. Bonjour, merci déjà, Rodolphe, de l'invitation. C'était un plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, il est vrai qu'on peut regretter la disparition des CHSCT, et c'est vrai que souvent, quand on intervient, on a un petit air de nostalgie par rapport à la disparition des CHSCT. Pour autant, on est rentré dans le train et dans le wagon du CSE, donc il faut s'inscrire dans cette nouvelle voie. Et je pense qu'en termes de conditions de travail, il y a aussi une obligation qui a évolué, c'est l'obligation de sécurité, qui est passée d'une obligation de résultat, on va dire sans véritable moyen d'exonération pour l'employeur, à une obligation de sécurité de moyens renforcés, où on constate les premiers arrêts d'exonération de la responsabilité de l'employeur qui aurait joué le jeu en mettant des moyens d'action de prévention et qui arrivent à l'heure actuelle, aujourd'hui, à se défaire de cette responsabilité. Ça a été une volonté vraiment forte de faire évoluer cette obligation, et je pense que ça va dans le sens surtout peut-être d'une volonté de dialogue. Alors c'est pas sans difficulté, hein. Tu as un peu brossé le tableau des difficultés, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est vraiment sur une volonté de négociation, on est sur une volonté de proximité, et pour autant, il y a des défauts de communication, il y a des défauts aussi de proximité avec les salariés. Les élus rencontrent de vraies difficultés de moyens aussi, hein. On y reviendra peut-être aux moyens mis en place tout simplement dans les CSE et les CSSCT. Toujours est-il qu'il y a des choses qui n'ont pas changé en fait, hein, du CHSCT au CSE, notamment les moyens d'action. Les moyens d'action, inspection, enquête, expertise, danger grave et imminent, toutes ces actions restent valables juridiquement et en pratique. Et il y a un point qui est vraiment pivot dans la définition même de la mission en santé-sécurité du CSE et des CSSCT, et dans son 3e alinéa, donc c'est pour le coup, je vais citer l'article, même si j'en ai pas l'habitude, c'est le L23 12-9 qui précise dans son 3e que le CSE peut susciter toute initiative qu'il estime utile, et notamment faire des propositions, notamment harcèlement moral, sexuel et agissement sexiste. Et puis la fin de la phrase, c'est l'employeur, le refus de l'employeur doit être motivé et motivé. Et je pense que c'est là-dessus que le bât blesse, et qu'il faudrait travailler peut-être, on va dire, de manière avec plus de traçabilité, plus de traçabilité de l'information en séance. C'est-à-dire que si on fait un récapitulatif de comment s'y prendre pour que les conditions de travail soient pas une fatalité, et comment on s'y prend en CSE, c'est déjà le choix du sujet. Je pense qu'il faut absolument choisir un sujet qui mobilise les salariés. Donc ça sous-entend des moyens de communication, hein, des moyens digitaux, mais aussi humains, en présentiel. Ensuite, il y a une phase d'analyse. Donc, de quoi on dispose comme information? Est-ce qu'on peut pas ouvrir des débats avec les salariés? Qu'est-ce qu'ils ont comme proposition? Parce que souvent, les salariés sont eux-mêmes les meilleurs experts de leurs conditions de travail. Et le but d'un CSE, c'est aussi d'agir soi-même sur les conditions de travail et participer à la vie de l'entreprise par le biais de ses représentants. Donc là, ça permet de mettre en débat les propositions des salariés eux-mêmes, et du coup d'agir eux-mêmes sur leurs conditions de travail, de s'exprimer, donc c'est-à-dire soit de le mettre en place lors d'un CSE, de faire cette proposition donc soutenue par les salariés dans le cadre d'une CSSCT, d'un CSE. Elle peut être soutenue par une organisation syndicale qui peut aussi aider dans la mobilisation autour
de cette proposition qui deviendra une revendication éventuellement au niveau syndical. Et puis ne pas oublier, si on arrive à avoir la réponse motivée de l'employeur, donc il a le droit de refuser tout en motivant son refus. Ce n'est pas dans la culture de l'entreprise, c'est trop cher, donc à lui de motiver le refus de cette proposition. Toujours est-il que quand on met en place un suivi dans le long terme, on se rend compte que ce refus ne peut pas être valable à plusieurs reprises. Si le risque perdure et que la proposition n'a pas été adoptée par l'employeur en concertation avec le CSE et que le risque perdure, à un moment donné, on va revenir à la charge avec cette proposition dans le cadre d'une traçabilité d'information, d'un suivi de l'information. Et là, il peut y avoir un caractère contraignant au niveau juridique puisqu'il y a une vraie violation possible de l'obligation de sécurité. Et puis, dans le cas contraire, si on arrive à avoir on va dire l'aval de tout le monde et de l'employeur pour mettre en œuvre cette proposition, je pense qu'il faut aussi ne pas oublier de l'inscrire dans des accords, donc ne pas oublier la phase négociation de l'entreprise et donc de reprendre tous les avantages qu'on a réussi à négocier avec l'employeur pour le mettre en œuvre dans nos accords d'entreprise et l'inscrire dans le marbre. Donc dans le cadre de cette traçabilité d'information, donc là, ça sous-entend quand même toutes les étapes que j'ai dit avant, une mobilisation par le choix du sujet, un débat avec les salariés. Donc le CSE, il va avoir des outils pour intervenir dans le cadre de l'amélioration de ses conditions de travail. Ça va être l'inspection, ça va être l'enquête, ça va être l'expertise de danger grave et imminent. Et ce dont on se rend compte, c'est que à chaque fois, le but de toutes ces actions, c'est faire des propositions d'action, des propositions de prévention, des propositions d'amélioration. Donc, en réalité, toutes ces propositions d'action, quand elles sont finalement mises en œuvre dans l'entreprise, on en oublie peut-être parfois de reprendre un peu le succès de cette mise en œuvre si on oublie de communiquer. Donc, je pense que le nerf de la guerre se trouve aussi dans la communication et dans les moyens qu'on a à disposition dans l'entreprise pour communiquer, que ce soit encore une fois par des nouvelles technologies d'information et de communication ou par des voies classiques de tract, de présentiel, de machine à café. Mais il est très important du coup de revenir aussi vers les salariés qu'on a sollicités, que ce soit dans le cadre d'expertise, dans le cadre d'enquête ou d'inspection, et de leur faire des retours sur ce qu'on a arrivé à mettre en place ou pas. Si je peux, du coup, après, si on part sur le mauvais tableau, c'est-à-dire que véritablement aucune évolution des conditions de travail, malgré nos propositions, l'employeur ne fait pas droit à nos demandes, si finalement les conditions de travail se dégradent. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, il y a bon nombre de jurisprudences qui abordent le droit pénal du travail, qui abordent les conditions de travail sous l'angle du droit pénal. Et on peut saluer beaucoup de décisions. Il y en a une qui est récente, qui concerne une société d'informatique, donc qui a été soutenue par une dizaine de femmes, qui a fait reconnaître de la discrimination sexuelle systémique par rapport à des mauvaises conditions de travail et qui ont eu l'opportunité de recevoir donc à peu près 800 000 euros de dommages et intérêts. Je pense aussi à finalement des actions du tribunal correctionnel suite à des salariés morts au travail. Je vous rappelle qu'on est né quand même dans le palmarès en France malheureusement des morts au travail, alors qu'on est en phase de désindustrialisé, donc ce qui est quand même assez questionnant. Et on peut relever plusieurs décisions, mais il y en a une qui peut peut-être, on va dire, être marquée, c'est celle qui concerne donc un jeune homme de 25 ans qui est mort en tombant du toit sans aucun équipement de sécurité, et où là l'employeur a été condamné à 36 mois de prison avec sursis, dont 18 mois fermes. Les autres jurisprudences devant le tribunal correctionnel, c'est surtout l'allocation d'amendes ou de dommages et intérêts. On peut penser aussi à la mort du scaphandrier à Nice, qui a vu le tribunal correctionnel condamner son employeur à verser 198 000 euros à son ayant droit, son fils. Donc on voit bien que quand même il y a une judiciarisation qui est possible avec des condamnations en cas de drame. Donc il est important d'avoir ce dialogue. Ce dialogue, c'est véritablement on fait des propositions,
d'amélioration et l'employeur doit répondre de manière motivée. Et si le risque perdure, on doit le supprimer. On ne doit pas être aller au travail pour y laisser des plumes ou pour mourir. Donc, on ne peut que saluer ces décisions qui ont été un peu la suite. Donc, je vous invite à aller au cinéma. Il y a un film qui est sorti le 8 novembre qui s'appelle Par la fenêtre ou par la porte, qui retrace un petit peu l'affaire France Télécom et qui met bien en exergue donc les conséquences pénales pour l'employeur et pourquoi les raisons donc de cette qualification d'avoir choisi le harcèlement systémique plutôt que l'homicide involontaire. Mais on parle bien d'homicide involontaire dans ces cas de salariés morts, avec des collectifs de familles qui se battent, des organisations syndicales qui se battent pour avoir justice, deux, avoir réparation, mais surtout pour plus que ça se reproduise. Donc, je pense que le vrai dialogue social, c'est ça, c'est le salarié qui peut intervenir sur ses propres conditions de travail et dans la vie d'entreprise par le biais de ses représentants, et la réussite, la discipline est mère de tous les succès. Et ici, je pense que c'est la traçabilité de ce dialogue en CSE qui va nous permettre de changer les choses. Merci Valentine. Alors, je reprends ton expression quand on a cadré. Je te fais rebondir là-dessus. Tu parlais, c'est toi, ton expression. Je pense que ça illustre bien là ce que tu viens de dire. Tu parles de suivi contraignant. Sauf que ce suivi contraignant de part des élus sur les actions de la direction. Excusez-moi, j'ai du Larsen. Et suivi contraignant. Mais le suivi contraignant, c'est quand même fastidieux. C'est pas le truc qui va motiver le plus les élus. On va pas se cacher. C'est pas le travail le plus motivant a priori. Pour autant, il est essentiel. Et comment vous, en tant que cabinet, vous pouvez aider à mettre le pied à l'étrier aux élus pour qu'ils rentrent dans des logiques de formalisation, d'objectivisation, de suivi, Alors, je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a un petit côté pas marrant parce qu'il y a un petit côté scolaire. Cependant, donc c'est vrai que c'est plutôt de la traçabilité, de la professionnalisation dans nos revendications. Donc, ce qu'on propose au CSE, que ce soit dans le cadre des formations qu'on dispense ou dans le cadre des séminaires, des conférences, c'est donc de résumer un petit peu leurs propositions dans le cadre d'un tableau qui serait problématique CSE, propositions d'action détaillées du CSE, donc qui sont en fait les propositions des salariés eux-mêmes. Hein. Le texte de référence, donc ça peut être l'intervention d'un expert, ça peut être des normes de droit du travail. Laisser une case donc pour la réponse motivée de l'employeur à chaque proposition, et puis créer un suivi, c'est-à-dire on se revoit puisque vous refusez la proposition ou même si vous l'acceptez, on se revoit dans combien de temps, donc un délai de suivi. Là où on va aider les élus CSE, CSSCT, les représentants du personnel, c'est que, par exemple, lorsqu'on fait appel à Technologia, le but d'une expertise, et Dora nous en parlera puisque c'est une directrice de mission qui fait ça toute la journée, le but de l'expertise, c'est véritablement de donner la parole notamment aux salariés pour qu'ils puissent s'exprimer librement, pour faire une photographie finalement de la santé de l'entreprise aujourd'hui et de se projeter demain et établir dans ce cadre-là des préconisations d'experts qui va permettre de co-construire un plan d'action, on l'espère. Et donc, en réalité, Technologia fait ces préconisations qui sont en réalité le cœur de l'expertise. Le but de l'expertise, c'est vous aider à faire des propositions d'action lorsque les sujets sont trop complexes, ou trop grave, ou trop dramatique, ou voilà, on est un peu dépassé par les événements. Je rappelle quand même que les élus CSE sont aussi des soldats de première ligne, hein. Donc c'est compliqué aujourd'hui d'être représentant du personnel. Ça demande beaucoup de sacrifices humains, personnels, familial, et donc on les aide à mettre en œuvre ce suivi parce que toutes ces préconisations, on les présente aussi sous forme de tableau. Donc en réalité, les élus qui font appel à Technologia peuvent faire un copier-coller des préconisations de l'expert, l'intégrer dans leur tableau pour établir un suivi sur le long terme. Et ce suivi sur le long terme, ce suivi contraignant, effectivement, je le confirme, c'est que l'employeur
déjà dans une première phase, et chose où peut-être on est un peu trop souple sur la question, c'est que quand on restitue en expertise et qu'on présente les préconisations d'experts, en réalité, l'employeur doit y répondre de manière formelle, par écrit, à chaque préconisation d'expert, on doit avoir un refus motivé de l'employeur. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est l'article L 2312-9. Et s'il répond par le refus de cette proposition, de cette préconisation, de cette mesure de prévention, c'est tout à fait son droit. Mais si on fait un suivi dans 1 mois, 2 mois pour prouver finalement que le risque professionnel perdure, eh bien effectivement notre proposition que l'on remet un peu sur la table devient alors contraignante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une deuxième phase, quand on revient avec cette proposition, l'employeur n'a plus le choix de refuser. Il ne peut plus refuser. Lorsqu'un risque professionnel perdure, et que l'on a déjà constaté, il y a une prise de conscience du coup qui a été actée de l'employeur. Et là, il est obligé d'agir. Il est obligé d'agir soit en adoptant la proposition des élus, soit en adoptant une proposition qui serait similaire. Et je pense que ce suivi nous aide véritablement à ce que nos propositions d'amélioration, de prévention, voire nos revendications syndicales deviennent contraignantes parce qu'elles répondent à la suppression d'un risque. Parfait, merci à toi Valentine. De tribunaux juridictionnels et de tribunaux correctionnels et de drames par la suite. Donc c'est aussi en soi un acte de prévention. Ok, merci à toi Valentine. Bah écoute, tu pourras rebondir quand tu veux, quand tu le sens, n'hésite pas. Je suis ravie d'entendre toutes ces expériences et ce qu'il en ressort, c'est du coup pas du tout ne pas tomber dans la fatalité concernant les conditions de travail. On voit bien qu'on arrive à avancer avec en étant force de proposition. Et puis, c'est l'occasion de saluer véritablement ceux qui font évoluer les choses, c'est-à-dire les représentants du CSE, les représentants de CSSCT, mais également les salariés, les familles des salariés, qui se battent tant au niveau syndical, au niveau représentation du personnel, pour être force de proposition et qui parfois vont jusqu'à l'action judiciaire pour rendre justice. Et voilà, on ne peut que saluer cet investissement parce que, comme je l'ai dit au début, les élus, c'est quand même des soldats en première ligne qui sont eux aussi beaucoup atteints des fois par les difficultés, hein, comme l'a dit Dora. C'est vrai qu'on voit que des fois on veut faire mais on ne sait pas. Donc c'est vrai que c'est en tout état de cause un plaisir que d'agir à vos côtés, vous représentants du personnel, et à nous sentir utiles socialement, à faire de ce monde un monde meilleur, on l'espère, à améliorer les conditions de travail des salariés pour qu'on puisse avoir une représentation efficace, parce que je suis persuadée que bien-être de salariés garantit la pérennité économique de nos emplois aussi. Voilà. Donc merci beaucoup pour cette conférence en ligne très intéressante et merci à tous d'avoir participé au chat aussi par vos questions. C'était un plaisir. Merci à vous. Merci Valentine, merci Valentine. Bah écoute, merci à vous trois, à vous quatre précédemment. Merci à vous dans le chat.